Une pédanterie inexcusable. Ce sont les mots que David Riazanov, fondateur de l'Institut Marx Engels à Moscou dans les années 20, a adressés au défunt Karl Marx. Riazanov est en fait l'un des premiers marxologues, à savoir un spécialiste de Marx qui étudie sa vie et sa pensée en essayant de retourner aux textes originaux. Et au cours de ses recherches, il s'est rendu compte d'une chose assez étrange. À partir des années 1860, alors qu'il avait encore à écrire le volume 2 et 3 du Capital, Marx avait perdu son temps à lire des livres de sciences naturelles. Agronomie, géologie, chimie, botanisme, tout y passait. Alors qu'il avait pour tâche de fournir au prolétariat les clés de compréhension de son asservissement, il s'était perdu dans de la lecture de loisirs. Alors qu'il avait tant à accomplir, le vieux Marx cherchait à savoir comment cultiver des carottes. Voici en tout cas comment beaucoup de marxistes ont interprété pendant des décennies son intérêt pour cette littérature scientifique. Pire encore, cet intérêt pour les sciences naturelles a été largement oublié, et après des décennies de développement de l'écologie politique, on a même réduit Marx à n'être qu'un simple penseur productiviste et prométhéen. Le philosophe allemand Horst Kornitzky écrivait par exemple que Marx se situait encore dans la continuité de l'entreprise bourgeoise visant à une domination achevée de la nature. Le philosophe australien John Passmore souscrivait à la critique et affirmait même que rien dans le domaine de l'écologie ne pourrait être plus pernicieux que la doctrine hegeliano-marxiste, tandis qu'un autre demandait carrément d'oublier Marx. Seulement voilà, au tournant du XXIe siècle, alors que Fukuyama nous avait annoncé un peu plus tôt la fin de l'histoire par la victoire définitive du capitalisme néolibéral, paraissait en 1999 un livre de Paul Burkett intitulé « Marx et la nature, une perspective rouge-verte ». Et à peine un an plus tard, l'écologie de Marx, le matérialisme et la nature de John Bellamy Foster. À l'âge de la crise écologique, alors qu'il était mort et enterré, le spectre du vieux Marx rôdait toujours. Les deux chercheurs américains ont en fait ouvert un nouveau champ de théorie marxiste dans laquelle se sont engouffrés un bon nombre d'auteurs. La pierre angulaire de ce mouvement est le concept conçu par Foster de faille métabolique, en anglais Metabolic Rift, élaboré à partir des concepts utilisés par Marx de métabolisme social, métabolisme naturel et métabolisme entre l'humain et la nature, et d'une citation du Capital, où il parle effectivement d'un hiatus ou d'une fêlure irréversible entre l'humain et la nature produite par l'agriculture capitaliste. C'est dans cette redécouverte de Marx que s'inscrit aussi le chercheur japonais Kohei Saito. En 2016, sous forme d'adaptation de sa thèse de doctorat, il publie « La nature contre le capital », un livre dans lequel il revient sur la conception de la nature par le jeune Marx avant de détailler les lectures en sciences naturelles du vieux Marx. Et en 2023 paraît son nouveau livre « Marx dans l'Anthropocène, vers l'idée du communisme décroissant », dont la traduction française devrait paraître courant 2024. Dans ce livre, il tente de démontrer qu'il y a bien une coupure entre le jeune et le vieux Marx. Le premier était prométhéen et eurocentré, le second percevait au contraire la future société dans les communes paysannes extra-européennes et était écologiste, ou comme le dit Saito, décroissant. C'est ce livre que j'ai lu pour vous et auquel sera dédiée la série de vidéos qui paraîtra sur cette chaîne. Cet ouvrage est une sorte d'adaptation de son livre « Le Capital dans l'Anthropocène » publié au Japon et qui est désormais un best-seller puisque pas moins de 500 000 copies ont été vendues. Le ministre de l'Environnement japonais ayant même été sommé de se positionner par rapport à la thèse du livre lors d'une séance parlementaire. Il y a un regain d'intérêt certain pour le marxisme aujourd'hui, mais celui-ci doit faire la liaison avec les nouveaux enjeux, avec l'écologie radicale, avec la décroissance. Je crois vraiment que Saito symbolise ce renouveau du marxisme au XXIe siècle.
Un marxisme qui s'étend à l'extérieur de l'usine et qui tente de restructurer un matérialisme historique aux accents prométhéens. Dans cette série de vidéos, nous verrons donc la faille métabolique, la relation de l'Occident au Sud global, le premier nous le verrons étendant la faille métabolique à d'autres lieux, à d'autres populations, la conception de la nature et de la société contre leur conception hybride, notamment portée par feu Bruno Latour, et puis enfin on s'intéressera un peu plus au parcours sinueux de Marx par rapport à la nature et aux marxistes d'aujourd'hui qui feraient bien d'en prendre de la graine. C'est ce dernier épisode qui dessinera véritablement les contours de ce que Saito appelle le communisme décroissant. In the 19th century, many people were employing this concept of metabolism. Metabolism within human body, but at the same time, metabolism of plants and animals and between humans and environment. Marx was inspired by that active discussion around him, and he incorporated this concept of metabolism, in German Stoffwechsel, into his economic analysis because the movement of money and commodities looks like the movement of various nutrition within the body. And he analyzes how this trans-historical necessity is radically transformed by capitalist logical production. Alors, ce terme de métabolisme, il nous vient en fait de la biologie, plus précisément de la physiologie. Il désigne l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans l'organisme et qui lui permettent de se maintenir en vie. C'est par exemple la digestion des aliments et leur transformation en nutriments. Marx utilise ce terme pour décrire les processus de l'économie dans laquelle circulent des matières premières qui sont ensuite transformées et réparties dans la société. C'est ce qu'il appelle le métabolisme social. Ce métabolisme est transhistorique. Il traverse l'histoire, dans le sens où il existe dans toutes les sociétés, peu importe l'époque. Ce qui change, c'est la forme qu'il revêt. Il dépend en fait de plusieurs paramètres, comme par exemple d'un certain régime de propriété. On peut discerner deux moments dans ce métabolisme social. Le premier, c'est la répartition des forces productives dans des activités données. Le second, c'est la répartition des produits du travail dans la société. Par exemple, si votre société se réduit à une petite commune médiévale dans laquelle se trouvent 20 personnes en capacité de travailler, vous allez peut-être convoquer une assemblée pour décider de qui fait quoi. Et vous allez décider démocratiquement et selon vos besoins que 10 personnes vont aller travailler dans les champs, 5 vont aller pêcher et 5 autres vont aller couper du bois. Dans une économie capitaliste, ça n'est pas du tout comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'assemblée démocratique qui planifie en amont. La première phase du métabolisme social capitaliste, ce sont des producteurs privés, isolés, qui produisent sans concertation avec quiconque et sans connaître les besoins de la société. Et quand je parle de producteurs ici, je ne parle pas des travailleurs, les producteurs immédiats, ceux qui produisent réellement. Je parle des capitalistes, ceux qui ont la main sur la production. Comme ils possèdent les moyens de production, ils sont seuls à décider de ce qui est produit. Et ils ne cherchent pas à produire pour satisfaire des besoins, mais pour faire du profit. Si bien qu'ils sont souvent contraints de créer des besoins artificiels pour écouler leur production. Ils cherchent à faire du profit non pas simplement par pure avarice, mais parce que le métabolisme social capitaliste engendre mécaniquement de la compétition. Ce métabolisme social est complètement atomisé. Dans une économie planifiée, on pourrait évaluer quelle est la production nécessaire en biens et en services pour satisfaire les besoins de la population et partager en conséquence la production entre différentes entreprises. Mais dans l'économie capitaliste, cette phase d'évaluation et de planification n'a pas lieu. Les entreprises produisent autant qu'elles veulent et produisent d'autant plus qu'il leur faut générer toujours plus de profits pour pouvoir réinvestir dans de meilleurs équipements, innover, faire des économies d'échelle, rembourser leurs crédits, sans quoi elles seront battues par leurs concurrents car ne réussissant pas à augmenter leur productivité et à baisser leurs prix. Le métabolisme social est en fait la fondation de cette logique capitaliste à accumuler et à s'étendre toujours plus.
La deuxième phase du métabolisme social, c'est donc la distribution ensuite de cette production. Alors que dans notre petite commune, les produits du travail sont distribués par leur mise en commun, dans le métabolisme social capitaliste, ils sont distribués par le marché. Si l'économie est planifiée, que les besoins et donc la répartition des produits du travail dans la société sont déjà connus avant le début même du travail, il n'y a pas besoin de marché. On sait déjà à qui seront attribués les produits du travail. La production est d'emblée sociale. Tandis que dans le métabolisme social capitaliste, la production n'est validée socialement qu'après le travail. Cette validation sociale ne peut alors s'opérer que par le marché, qui met en relation pour la première fois les producteurs privés, par l'intermédiaire des marchandises qu'ils vendent. Les produits des producteurs privés entrent donc en concurrence sur le marché et sont distribués par un échange entre deux marchandises. D'un côté, l'objet produit qui est acheté, et de l'autre, l'argent du consommateur. Alors que dans notre commune, l'interaction se fait directement entre les producteurs et les consommateurs, ici, il n'y a aucune relation entre eux. L'interaction, plutôt que d'être sociale, est purement économique et se traduit par une relation entre des choses. La centralité du marché est également une création historique. C'est parce que les paysans ont été expropriés de leurs terres, c'est parce que les terres autrefois possédées en commun ont été privatisées que les nouveaux travailleurs n'ont plus de quoi subvenir à leurs besoins par eux-mêmes et doivent donc acheter des marchandises sur le marché pour le faire. Puisque les besoins n'ont pas été déterminés avant et que les capitalistes tendent à toujours produire davantage pour maintenir ou augmenter leur taux de profit, la production est souvent beaucoup plus importante que ce qui est nécessaire. D'autant plus que la distribution des marchandises ne peut être réalisée que par la médiation de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas bénéficier des produits du travail. Ce qui nous conduit à des situations où les supermarchés jettent leur surplus alors que d'autres ont faim. Le capitalisme ne cesse de gaspiller des matières premières et du temps de travail. Le métabolisme social, c'est donc, dans un premier temps, la mise en mouvement de la force de travail qui permet la production, puis la consommation de ce qui est produit permet la reproduction de la force de travail dans le temps, et la boucle se répète. Saito explique que ce métabolisme social est parfois perturbé sous forme de crise économique. Ce sont en fait les mécanismes de crise économique sous le capitalisme expliqués par Marx dans Le Capital. Il explique que la proportion du capital constant par rapport au capital variable tend à toujours augmenter dans le processus éternel d'accumulation du capital. Or, si la production augmente, mais que les salaires des travailleurs restent des salaires de subsistance très faibles, voire que certains sont licenciés parce que les machines prennent leur place, l'offre de produits ne trouve plus une demande adéquate de la part des consommateurs, qui ont peu de moyens. C'est la crise de surproduction, qui est en fait une crise de sous-consommation, qui est donc un déséquilibre entre deux flux, la production et la consommation, un déséquilibre entre les deux moments du métabolisme social. Voilà donc ce qu'est le métabolisme social. Marx explique que les formes qu'il peut revêtir ont une influence sur un autre métabolisme, le métabolisme naturel. Il s'agit cette fois de l'ensemble des cycles du vivant, des cycles de la nature, par exemple le cycle du carbone. Pour Marx, l'humain fait partie intégrante de la nature, du monde extérieur sensible. Et donc il fait aussi partie de ces cycles, comme les autres animaux. En fait, il peut être intéressant de mettre en miroir le métabolisme du corps et le métabolisme social. Les deux ont leur fonctionnement interne, mais ont besoin d'un milieu de vie avec lequel échanger. S'il n'y a pas de milieu naturel, il n'y a pas de matière première à consommer. Il n'y a pas de vie. Prenons le cas d'un cerf. Le cerf prend à son milieu en se nourrissant de plantes. Son métabolisme corporel a lieu, il digère et il rejette sous forme d'excréments. Ce qu'il a pris est restitué à la nature. Ces excréments restituent des substances minérales au sol, à partir desquelles pourront à nouveau pousser des plantes. C'est le cycle des nutriments. Si le cerf rompt son métabolisme avec la nature, il prélève sans restituer. Il appauvrit la nature. Mais disons-le, ça n'arrivera pas, parce que le cerf n'a pas cette capacité unique des humains à pouvoir consciemment décider de ce que Marx appelle leur métabolisme avec la nature, à savoir
leurs échanges avec elle. Il y a donc 3 métabolismes. Métabolisme social, métabolisme naturel et métabolisme entre l'humain et la nature. En transformant leur métabolisme social, les sociétés humaines peuvent également perturber leur métabolisme avec la nature, et donc perturber le métabolisme naturel, puisqu'ils font partie intégrante de la nature. La différence entre les animaux et les humains, c'est que les humains ont cette faculté à travailler. Marx définit justement le travail comme la capacité des humains à consciemment réguler leur métabolisme avec la nature. Il écrit dans Le Capital: le travail est avant tout un processus entre l'homme et la nature, un processus par lequel l'homme, par sa propre action, assure la médiation, régule et contrôle le métabolisme entre lui et la nature. Puisque les humains font partie de la nature, ils ne peuvent pas produire ex nihilo, à partir de rien, mais ex materia, à partir de la matière. Le travail ne fait que transformer la matière. Dans ce processus, l'homme produit pour répondre à des besoins à partir de la matière et restitue ensuite à la nature sous forme de déchets. Ce métabolisme entre l'humain et la nature est donc lui aussi transhistorique, puisque les humains ne peuvent pas vivre sans puiser dans la nature. Le problème est que le métabolisme social capitaliste dérègle cet échange entre l'humain et la nature. En lisant le chimiste Justus von Liebig, Marx se rend compte que l'agriculture capitaliste prend beaucoup plus à la terre que ce qu'elle lui restitue. La fertilité des sols décroît. One example that Marx provides in Capital is the problem of soil exhaustion. Marx was greatly inspired by the famous German chemist Justus von Liebig. He basically demonstrated that the soil nutrition is finite and is conditioned by the slow process of weathering. So soil nutrition becomes available only very slowly. Modern agriculture is driven by the logic of profit. The farmers try to get as much products possible from the land. Farmers do not return what they have attained from the soil. That creates the tendency of the soil exhaustion over the long run. À ce moment-là, un souci mis en lumière, c'est l'exode rural, qui fait que les excréments de la population ne retournent pas dans les sols, mais partent dans les eaux usées des villes. En regroupant des masses de travailleurs, anciennement paysans, dans les villes, le système capitaliste ne permet pas un retour des nutriments dans les sols. En plus, les producteurs, face à la concurrence, ont tendance à se spécialiser. Alors qu'auparavant, les paysans avaient à la fois des terres qu'ils cultivaient et des animaux qu'ils élevaient, maintenant, ils n'ont souvent que l'un ou l'autre. Alors que le lisier servait autrefois d'engrais, il est aujourd'hui bien souvent gaspillé, rejeté dans les cours d'eau, ce qui cause par ailleurs, en Bretagne, le phénomène des algues vertes. D'après ce qu'on sait, Thierry va quitter l'entreprise vers 8 heures. Il va charrier des tonnes de bouts d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde. Les excréments polluent d'un côté et de l'autre, le cycle des nutriments est perturbé puisque les substances minérales ne retournent pas dans les sols. Ils s'appauvrissent de plus en plus. C'est pour ça que John Bellamy Foster parle de faille métabolique. Le métabolisme entre l'humain et la nature se fissure. La relation harmonieuse qu'il entretenait avec son milieu se dégrade de plus en plus, compromettant par là même sa capacité future à produire. Cette faille dans la relation de l'humain à la nature est en fait l'incapacité programmée des sociétés humaines à poursuivre leur existence à cause des destructions de plus en plus avancées de leurs conditions naturelles d'existence. Marx s'intéresse également aux travaux du botaniste Karl Fraß, qui s'intéresse à la déforestation due à l'élargissement des cultures qui perturbent le climat, ce qui est évidemment brûlant d'actualité. Voici un autre exemple de cette faille métabolique. Les sociétés humaines émettent beaucoup trop de gaz à effet de serre par rapport à ce qui est absorbé par la suite. La relation d'échange entre l'humain et la nature s'en trouve perturbée, cette fois-ci non pas par manque de restitution, mais par surcharge. Pour résumer, Saito écrit « Schématiquement, on peut dire que la crise économique est d'un côté une perturbation du métabolisme social, de l'autre une crise écologique et la perturbation du métabolisme naturel
par la forme capitaliste du métabolisme social. Pour Saito, la faille métabolique recouvre 3 niveaux différents. Le premier est celui de la perturbation des cycles naturels. C'est le niveau fondamental que j'ai déjà expliqué, par exemple avec le rendement des sols. Si les flux ne vont que dans un sens, la nature s'appauvrit. Marx écrit justement que tout progrès de l'agriculture capitaliste est non seulement un progrès dans l'art de piller le travailleur, mais aussi dans l'art de piller le sol. Tout progrès dans l'accroissement de sa fertilité pour un laps de temps donné est en même temps un progrès de la ruine des sources durables de cette fertilité. Le deuxième niveau, c'est la faille spatiale. C'est la séparation entre les élevages et les cultures, la séparation entre les villes et les campagnes. La production agricole est envoyée dans les villes et ces déchets ne retournent pas dans les sols. L'accumulation primitive a rassemblé d'immenses quantités de travailleurs dans les villes. Les déchets s'y concentrent, dégradant les conditions de vie des urbains et ne retournent pas au sol comme engrais. Cette séparation entre la ville et la campagne n'est pas pour autant une nécessité à l'existence de l'industrie. Andreas Malm rappelle justement dans son livre « Le capital fossile » que si le charbon a été adopté par les industriels comme énergie principale, ce n'est pas parce qu'elle était moins chère. Au contraire même, pour avoir du charbon, il faut trouver des gisements, ouvrir des mines, extraire le charbon, le ramener dans les centres industriels et donc payer pour toute cette chaîne et en plus acheter des machines à vapeur. Avant le passage au charbon, la plupart des usines se trouvaient à la campagne, près des cours d'eau, des chutes d'eau en particulier, qui permettaient de générer de l'énergie hydraulique complètement gratuite. Si les capitalistes ont fait le choix du charbon, c'était pour réduire le poids des travailleurs dans le rapport de force. Lorsque les usines sont à la campagne, la menace de l'armée de réserve est très faible sur les travailleurs, puisqu'il n'y a personne dans le coin pour les remplacer. Le charbon permet de se séparer de la dépendance envers l'énergie hydraulique et de délocaliser les usines des campagnes vers les villes. Quand les travailleurs sont dans les villes pleines de chômeurs, leur marge de manœuvre pour imposer leurs conditions au patronat est beaucoup plus faible. Ils sont remplaçables beaucoup plus facilement. Enfin, le troisième niveau, c'est la faille temporelle, une faille entre le temps de la nature et le temps du capital. Les capitalistes tendent toujours à réduire la durée de rotation du capital, à savoir la durée durant laquelle ils investissent dans la production, vendent ensuite leurs marchandises, récupérant donc leur investissement avec un profit et peuvent ensuite réinvestir. Plus ce temps est réduit, plus les capitalistes peuvent investir et générer toujours plus de profits. Mais ce temps du capital est beaucoup trop rapide pour le temps de la nature. Le capital ne lui laisse pas le temps de se reconstituer et l'appauvrit toujours plus. Capitalism tend to accelerate. They want to invest, and then after producing the commodity, they want to sell as soon as possible so that they can reinvest. And this can accelerate many times, especially with the introduction of new infrastructures and the new machines and so on. Social metabolism expands more and more, and it becomes faster, and it uses more energy and resources. But natural metabolism, the process of recovering original resources, takes time. This cannot be twice as fast, 3 times as fast, like capitalist cycle. Un exemple utilisé par Marx est celui de la sylviculture, la culture des arbres à des fins de production. La croissance des arbres est extrêmement lente, contrairement aux quantités exigées par l'appareil productif. Marx observe donc à son époque une déforestation abusive. Le développement de la civilisation et de l'industrie en général s'est toujours montré si actif dans la destruction des forêts que tout ce qui a été fait pour leur conservation et leur production est tout à fait insignifiant en comparaison. Les stocks en bois vont finir par s'épuiser. Le métabolisme social s'accélère trop rapidement. Le métabolisme naturel ne peut pas suivre, la nature se dégrade et s'appauvrit. Bientôt, l'humanité manquera de ressources. En fait, ces 3 dimensions de la faille métabolique se renforcent l'une l'autre et produisent une compression spatio-temporelle qui accélère tous les flux et réduit les distances. Guidé par la logique du profit et de l'accumulation éternelle, le capital se pense plus naturel que la nature elle-même. Le métabolisme social capitaliste produit donc une faille métabolique,
perturbant les échanges harmonieux entre l'humain et la nature, sapant les fondations de sa propre existence, car devenant insoutenable. Pour résumer, c'est donc le métabolisme social capitaliste qui produit une perturbation de la relation entre l'humain et la nature, la faille métabolique qui elle-même perturbe le métabolisme naturel, qui lui-même perturbe ou perturbera après un temps plus ou moins long le métabolisme social, menaçant les conditions d'existence des sociétés humaines. Remettre le concept de métabolisme social au centre de l'analyse marxiste, c'est sortir de l'analyse classique qui s'articule autour de la plus-value, centrée sur l'exploitation du travailleur, un focus qui occulte le pillage de la nature par le capitalisme. Le capital parvient à maintenir un tant soit peu son existence par le progrès technique qui lui permet de différer dans le temps les effets de cette dérégulation et par l'externalisation des problèmes écologiques à d'autres. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.